Daniel Ben-Simon, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous sur Studio Qualitas ce matin pour parler de déclarations, on va dire, de déclarations de l'ancien leader du Parti travailliste, il y a de cela plusieurs années, Ehud Barak, et du nouveau leader, de l'actuel leader, Avi Gabay. Je voudrais que nous revenions d'abord sur ces déclarations, on va dire, régulières et, on va dire, parfois intempestives de l'ancien Premier ministre Ehud Barak concernant le fait, sa capacité, le fait qu'il se dit plus mûr qu'aucun autre leader actuel pour être Premier ministre. C'est l'une de ses déclarations et il les a multipliées au cours des dernières semaines, des derniers mois. Que recherche Ehud Barak? Veut-il revenir sur le devant de la scène politique ou bien tout simplement veut-il embarrasser Binyamin Netanyahou? Il a passé 1 an et demi en tant que Premier ministre. Il n'a pas complété son terme de 4 ans et il garde cette mémoire terrible, horrible, d'avoir été éjecté par les Israéliens 1 an et demi avant, c'est-à-dire après le début de son terme. Et là, c'est quelque chose c'est presque un cauchemar. Et il a l'impression que tous les autres candidats ils ne sont pas à la hauteur. Alors je dirais qu'Ehud Barak cherche sa vengeance. Il cherche un parti. Il est prêt lui-même personnellement. Il n'a pas de parti, il n'a aucune organisation autour de lui et il se présente personnellement. Il aurait voulu avoir des élections personnelles directes pour candidat, mais ça n'existe pas. Alors je dirais que pourtant, il a été bien battu à plat de couture en 2001 par Ariel Sharon. C'est vrai, mais il a cette ambition incroyable. D'après lui, il n'a que 75 ans. Oui. À son âge, Pérez était très jeune et c'était avant qu'il devienne président. Il a cette ambition de faire des choses qu'il n'a pas encore faites, de faire la paix avec les Arabes, de sortir des territoires, de se débarrasser de quelques colonies, ou peut-être la plupart des colonies. Il veut 2-3 ans au pouvoir pour compléter si vous voulez, son ambition personnelle et idéologique. Je ne sais pas si les Israéliens vont lui donner cette option. Oui, et vous sous-entendez, donc il y a quand même aussi une relation de jalousie par rapport à Binyamin Netanyahou, qui était son subalterne lorsqu'ils étaient à la Sayeret Matkal, dans les commandos Matkal, mais qui est aujourd'hui le Premier ministre qui a la plus longue longévité politique à ce poste, alors que lui a la plus courte. Oui, ça existe, bien sûr. Il y a une rivalité extraordinaire entre les deux. Il y a une personne qui hante Netanyahou dans les nuits, c'est Ehud Barak, c'était son chef. On se débarrasse jamais de ce fardeau personnel, idéologique, politique. C'était son chef. Et il le respecte jusqu'aujourd'hui. J'étais avec Ehud Barak 4 ans, j'ai vu les regards de Binyamin Netanyahou. C'était pas envers Ehud Barak, c'était envers son chef. Ça existe toujours malgré l'échec retentissant d'Ehud Barak en politique et la réussite incroyable de Binyamin Netanyahou. Il reste des relations quand ils avaient 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans. Et là, Ehud Barak était l'homme, si vous voulez, c'était un mythe. C'était le chef légendaire de Sayeret Matkal. Et Netanyahou était un de ses soldats. Alors ça reste toujours jusqu'à la fin de la vie. Alors la question que vous avez avancée et que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il peut véritablement trouver une famille politique aujourd'hui? Est-ce qu'il a la capacité, par exemple, de créer un nouveau parti qui passerait le seuil d'éligibilité, qui pourrait le positionner en position de former un gouvernement? Est-ce que c'est réaliste, par exemple, et là j'affûte ma question, est-ce que c'est réaliste qu'Ehud Barak revienne au Parti travailliste après ce qu'il a causé lui-même au Parti travailliste, qu'il a fait exploser en faisant scission et en créant son parti Atzmaout et pour rester au gouvernement, dans le gouvernement de Netanyahou? Écoutez, je l'ai connu en politique, il n'est pas capable de maintenir un parti, c'est beaucoup de travail. Ouais. Il faut avoir une personnalité incroyable pour maintenir une plateforme avec des milliers de gens. Il n'est pas fait pour ça. C'est un homme de Sayeret Matkal, comme j'ai dit, c'était un chef de Sayeret Matkal. Sayeret Matkal est basé sur l'individu, sur l'individualisme, sur des qualités qui ne sont pas sociales. Et c'est des gens qui passent 5 ans, 10 ans dans cette unité, ils sont toujours seuls. Ils sont toujours seuls. C'est ça, la grandeur de ce si vous voulez, c'est la grandeur de Sayeret Matkal, mais c'est aussi l'échec. Et Ehud Barak représente ce phénomène. Alors, ce qu'il va faire, d'après moi, c'est se présenter, attendre, parler de ça, et en fin de compte, il va proposer à Gabay,
Avi Gabay d'être son ministre de la Défense. Il veut être ministre de la Défense. Mais Premier ministre, il ne sera pas. Alors ça c'est stupéfiant parce que comment on peut envisager qu'Avi Gabay, qui peut être indirectement, comme le disent certains éditorialistes ce matin dans la presse, affecté par les déclarations de Barak, parce que ça remet en cause la légitimité de son leadership au sein même du Parti travailliste. Comment envisager qu'Avi Gabay puisse, par exemple, dans la case, tout ce qu'on appelle la case sécuritaire, préférer Ehud Barak à un homme comme Moshe Yaalon ou à un homme comme Gabi Ashkenazi? Quelle serait la logique de préférer Barak? Il n'y a pas de logique. Il y a une logique, il est membre du parti, c'est des amis, ils se respectent. Ehud Barak, en fin de compte, aidera Gabay. Ils se parlent tous les 2-3 jours. Et là, c'est quelque chose, il a jeté une idée. Est-ce que ça va torpiller Avi Gabay? Je ne sais pas. Mais le fait que Gabay veut se présenter aux élections avec une équipe incroyable, avec Bogi Yaalon, avec Ehud Barak, avec Gabi Ashkenazi, avec Tzipi Livni, avec Amir Peretz, avec des nouveaux venus dans les 10 premiers. Il veut présenter une dizaine de personnes en tête de ce parti qui va choquer les Israéliens. Tous les gens qui aujourd'hui regardé la liste travailliste ne seront pas là-bas, la plupart. Et là, Barak fait partie de ce mode, si vous voulez, nouveau du Parti travailliste, un monsieur légendaire. Les gens le détestent. Mais Daniel, je répète, il le respecte. Il est l'homme le plus décoré de l'histoire d'Israël, un tueur militaire, un chef comme il n'y a jamais eu, un courage sans précédent. C'est quelqu'un peut-être on n'aime pas son caractère, mais on le respecte. Les soldats le respectent, Bogi Yaalon le respecte, Gabi Ashkenazi le respecte, malgré ce qu'il y a eu entre eux, oui. Parce que militairement, il a accompli ce que personne n'a réussi. Alors là, il faut voir comment ça va se passer. Candidat, il ne sera pas. Donc il ne sera pas candidat au poste de Premier ministre, ça vous semble tout à fait utopique, ça parce que, bien sûr. Parce que on aurait du mal aussi à imaginer le fait que, par exemple, Binyamin Netanyahou, qui est affaibli aujourd'hui par les affaires judiciaires, pas par sa gestion de la politique, de la diplomatie ou de la sécurité israélienne, mais par les affaires judiciaires, on a du mal à imaginer qu'un homme comme Ehud Barak vienne le remplacer, alors que lui aussi, Ehud Barak, c'est un homme qui aime qui a des goûts de luxe, qui est très détaché, on va dire, par rapport à la société plus populaire d'Israël. Moi, Daniel, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais Ehud Barak a l'impression, Avi Gabay a l'impression, quelques grands chefs au Likoud ont l'impression que notre ami Netanyahou ne va pas se présenter pour les prochaines élections. C'est-à-dire que le terrain va être vide. Après 32 ans de Netanyahou, ce sera une révolution au sein de la politique israélienne. Sans Netanyahou, il n'y a rien. Il n'y a rien en tant que grand acteur charismatique, populiste, si vous voulez. Mais là, c'est un jeu totalement différent. Qui va remplacer ce monsieur-là qui est tellement dominateur dans la politique israélienne? Alors, même Barak, même les autres, pensent que Netanyahou va être affaibli, fatigué, cassé par ses affaires, et il arrivera à un compromis avec le procureur général pour partir. Et là, on va fermer le dossier. Et je pense savoir que peut-être il prépare un grand coup, un coup d'État, si vous voulez. Qui prépare un coup d'État? Netanyahou. Il va se. Coup d'État. C'est-à-dire provoquer des élections, peut-être anticipées, oui, c'est ça? Il ne va pas se présenter. D'après lui, toute sa famille est dans une situation terrible. Ce dimanche, il va passer encore 6 heures en face des grands chefs policiers. Ce n'est pas vraiment quelque chose que vous ou moi ou quelqu'un voudrait passer ces journées en face de la police. Et là, tout se prépare. Alors, je dirais que ces gens savent. Je prendrai les déclarations d'Ehud Barak avec un grain de sel. Je prendrai aussi des choses de Netanyahou. On est devant quelque chose, peut-être, de très nouveau dans la politique dans les prochains mois. Avec la présence de Netanyahou, oui ou non? Alors justement, tout cela pourrait effectivement confirmer votre scénario. Les récentes déclarations d'Avi Gabay, qui sont très nettement, on va dire bien ancrées à droite et qui ne sont pas sans rappeler celles de Binyamin Netanyahou sur le fait que la gauche israélienne a oublié ce qu'est être juif. Est-ce que là aussi, ça s'inscrit dans la même optique d'essayer donc de damer le pion à la droite israélienne, de rassembler un maximum de voix? Pourquoi Avi Gabay se positionne
autant à droite alors qu'il risque peut-être de perdre une partie de l'électorat, même si cet électorat va au Meretz, qui restera bien à gauche, bien ancré à gauche. Daniel, Daniel Haïk, ça me surprend. Cet usage de droite, de gauche, ça vous vient pas très bien. C'est pas passer à droite. Parler de la religion, c'est pas aller à droite. Parler d'être traditionnellement marocain, c'est pas la droite. C'est assimilé, c'est toujours assimilé. La droite a toujours été assimilée à une... Non. Je répète. Il a fait des déclarations, mais qui n'ont rien à faire avec la droite. C'est ça, c'est que quand la gauche parle de la paix, ça n'a rien à faire avec la gauche. C'est des termes, c'est pas une division entre droite et gauche. Je le connais très bien, on se parle chaque jour. C'est pas ça. Il amène une autre notion de la politique, avec une approche traditionnaliste, qu'on a toujours eu en Afrique du Nord. Oui. Moi, j'ai eu ça à Casablanca. Et quand je suis arrivé ici, c'est la même chose. C'est entre des valeurs traditionnellement juives et des valeurs qui n'ont rien à faire avec le judaïsme. Alors il a dit, moi, je suis proche de cette approche traditionnelle. Et là, il ne faut pas voir ça droite. Droite, c'est israélien. C'est les grands territoires, c'est les implantations. C'est pas ça. C'est des valeurs différentes. Alors faire droite et gauche, c'est ne pas toucher vraiment la base réelle de la gauche israélienne qui veut vivre en Europe, mentalement, et de la droite israélienne qui veut vivre avec des valeurs juives. Et là, c'est ça la division. Ce n'est pas droite et gauche, implantation ou pas. Il va se débarrasser, je vous dis, s'il est Premier ministre, il va se débarrasser presque de toutes les implantations. Mais il ne sera pas de droite. Et vous savez très bien, et il ne sera pas de gauche, vous savez très bien que la droite a donné au peuple égyptien tout le Sinaï. Elle est sortie d'Hébron. Et Ariel Sharon a fait l'Aïtnatkut, des engagements. Et la droite a toujours voté pour eux. C'est-à-dire que c'est des valeurs qui n'ont rien à voir avec le territoire. C'est avec la façon de vivre, la vision d'Israël, les valeurs d'Israël. C'est ça. Alors la droite peut donner même Jérusalem. Et les gens de droite voteront pour la droite. Ce qui veut dire quoi? Pourquoi ils ne voteraient pas à gauche, qui ne donne jamais rien? Parce que c'est au-delà de la politique. Et vous ressentez qu'au sein du Parti travailliste, ce type de message passe, ou alors on est très embarrassé? Non, ils ne passent pas, ils ne comprennent rien du tout. Ces idiots, je dis ça entre guillemets, n'ont rien compris. Ça fait 40 ans qu'ils perdent des élections, ils n'ont encore rien compris. Ils pensent que Avi Gabay, c'est un traître, c'est un homme de droit, c'est un fasciste, c'est un con, c'est un idiot, mais il touche la base réelle de la division dans la société israélienne. Entre les valeurs et les valeurs. Les valeurs des gens comme nous et les valeurs des gens qui n'ont rien à voir, qui sont en Israël par hasard. Et là, c'est ça la division. Mais eux, ils pensent, il est de droite, il est d'extrême droite. Il y en a encore beaucoup qui pensent comme ça au sein du Parti travailliste? On m'a dit, demain soir, je serai à la télévision pour parler de ça, dans un programme avec Rina Matzliach, avec Ophir Pines et Yoli Tamir, vous connaissez? Oui, très bien, bien sûr. Qui pensent que Gabay, c'est un traître. C'est un homme d'extrême droite. Et je vais essayer de leur expliquer, mais ils ne vont pas comprendre que c'est une nouvelle division, que Gabay est resté la même chose. Il a les mêmes idées, mais il a une vision différente. C'est de l'identité israélienne. Et là, ils ne peuvent pas comprendre. Non, mais je sais ça d'avance. S'ils ne peuvent pas comprendre, alors peuvent-ils gouverner? C'est la question. C'est ça la question. Ça fait 40 ans qu'ils sont éjectés du pouvoir. Oui, peut-être c'est à cause de ça. Oui. Alors, je dirais que ce n'est pas... Ils n'ont rien compris, ils ne peuvent rien comprendre. Et je vois aussi les réactions dans le Facebook. Les gens deviennent fous. Ils ne comprennent pas qu'un chef du Parti travailliste peut parler de cette façon. Alors que moi, je pense que c'est la seule façon qui peut l'amener au pouvoir. Alors, ma famille, la grande famille, mes parents, mes frères, ils votent à droite. Mais c'est des gens comme moi, sur toutes les idées. Ils sont prêts à céder, ils sont prêts à faire la paix, ils sont prêts à avoir des frontières 67. Mais ils votent droite parce que la droite représente leur identité, si vous voulez. Ce n'est pas le territoire. C'est la façon de vivre. Vous comprenez tout ça? Oui, je comprends, mais est-ce qu'il aura la force, Avi Gabay, de modifier cette tendance, de modifier cette impression générale qui est que la droite est naturellement plus traditionnaliste, plus proche des valeurs juives que la gauche, qui est plus proche de valeurs... Il essaye, avec tout le mal qu'il y a. Les gens je vois des milliers de réactions qui sont en train de le casser, de le considérer comme un con, mais parce qu'ils n'ont rien compris. C'est ça, les gens qui ne viennent pas pour les manifestations de paix à Tel Aviv,
c'est pas parce qu'ils sont contre la paix, parce qu'ils se trouvent pas socialement, culturellement, avec cette bande qui est là-bas au centre de Tel Aviv. C'est pas les mêmes. C'est des gens riches qui viennent parler de la paix pour leur façon, alors que de Kiryat Malachi et de Ofakim, ils viendront pas. Ils viendront pas manifester avec eux, parce que c'est deux Israël. C'est une division terrible, profonde, entre l'Israël riche Ashkénaze et Israël pauvre séfarade. Il faut trouver le moyen de représenter aussi ces séfarades qui veulent s'exprimer. Ils trouvent seulement le Likoud. C'est leur seule adresse aujourd'hui. Mais sans Netanyahou, il y aura une crise. Alors là, vous êtes en train peut-être de nous dire que vous revenez en politique avec Avi Gabay ? Ça, c'est une excellente question, Daniel. J'attendais. Mais ça on fera dans les prochains programmes. D'accord, on aura l'occasion d'en reparler. Oui, les élections ne sont pas encore pour demain. Une dernière question, en tout cas, avant de nous quitter. Je rappelais que vous étiez aussi membre du board de Kalita. La question que je voudrais vous poser, vous qui êtes extrêmement expérimenté, comment, à votre avis, peut-on booster cette Aliyah de France aujourd'hui qui est en baisse pour différentes raisons ? Comment doit-on s'y prendre ? Et ça, écoutez, j'étais il y a 2-3 jours à Tania, il y avait un colloque avec Jean-François Copé. Ah oui. La salle était bondée, 400 personnes qui venaient, juifs français qui viennent d'arriver en Israël ces dernières années, ou il y a 2-3 ans. Et ça continue, mais pas avec les mêmes chiffres. Il y a un sentiment que les choses se calment en France et que les opportunités en Israël ne sont pas aussi grandes que ça. La société israélienne n'est pas aussi ouverte. Elle n'est pas encore prête à accueillir tant d'olives ? Non. C'est quelque chose... Il y a des problèmes. Vous savez très bien, vous vivez ici. Ils ont l'impression, les Israéliens ont des difficultés. C'est une vie très difficile ici, économiquement surtout. Et il n'y a pas ce sentiment si vous voulez, de solidarité avec les Juifs de France qui veulent venir. On a l'impression ici que c'est des gens très aisés, qu'ils ont toutes les possibilités, et les Israéliens maintenant se tournent vers eux. Et vous voyez, c'est surtout ça. Alors que c'est pas tout à fait vrai sur le fond, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Daniel Ben-Simon, d'avoir été avec nous, d'avoir évoqué tous ces sujets liés essentiellement au Parti travailliste. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite Shabbat Shalom et on espère vous retrouver prochainement sur Studio Kalita pour nous éclairer à nouveau sur les dédales de la politique israélienne. Merci encore. Merci, au revoir. Voilà, il est 8h30 sur studiokalita.com. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire consacrée aujourd'hui à Abba Eban.